Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Couvler. Yvan Rioufol, alors l'actualité autour de ce nouveau gouvernement, de ce nouveau Premier ministre continue. Et puis, moi, j'aimerais savoir d'abord, parce qu'en fait, entre la semaine dernière et cette semaine, il y a eu cette nomination. Il me semble que la dernière fois qu'on avait échangé tous les deux, Michel Barnier n'avait pas encore été nommé. Quelles sont les conséquences de cette nomination, Yvan Rioufol, pour vous ? Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'examiner le réel. C'est ce que je sais le mieux faire. Et le réel impose d'abord deux constatations d'évidence. La première, c'est qu'il y a effectivement, et là je donne raison à la gauche, il y a une anomalie démocratique, puisque Michel Barnier est le représentant des Républicains qui n'a aligné que 47 députés lors des législatives et dont le parti, lors de l'élection présidentielle avec Mme Pécresse, n'avait pas atteint les 5%, 4,7%. Oui. Donc c'est un parti qui arrive en 5e position à l'Assemblée nationale, et donc c'est un parti de losers, disons les choses comme elles sont, un parti de losers qui va s'associer avec un président de la République qui lui aussi a été désavoué 3 fois de suite par des élections législatives européennes puis françaises. Donc ça c'est la première constatation d'évidence. La deuxième constatation d'évidence, elle vient également de ce simulacre de débat qui a eu lieu cet été, faisant croire que le nouveau Front populaire était le grand vainqueur. Et naturellement, c'est Marine Le Pen qui est le faiseur de roi. Marine Le Pen est l'arbitre suprême, et c'est Marine Le Pen qui décidera à son gré si oui ou non Michel Barnier pourra poursuivre dans son rôle de Premier ministre en votant ou en ne votant pas la censure. Alors naturellement, le Rassemblement national ne peut pas à lui tout seul voter la censure, mais s'il décide de s'associer au nouveau Front populaire, qui naturellement suscitera des motions de censure, oui, ce gouvernement ne tiendra pas. Donc le gouvernement est sous surveillance, ce n'est pas très original de le dire, tout le monde le dit, mais c'est une vérité, est sous surveillance du Rassemblement national. Donc cela mène d'ailleurs à 2 autres conclusions. Dans le fond, c'est de montrer qu'il y a ce pseudo coup d'État du nouveau Front populaire a fait pchit. Le nouveau Front populaire avait voulu faire croire tout cet été qu'il était le grand gagnant, et de fait, il est le grand gagnant, enfin il est le gagnant en nombre de députés, mais il était le perdant en nombre de voix, parce qu'il y a quand même 3 millions de voix qui séparent le nouveau Front populaire du Rassemblement national. Et donc cela relativise naturellement cette victoire, et la maladresse de ce nouveau Front populaire a été telle que même il aurait pu envisager de soutenir M. Cazeneuve, les dissensions en son sein ont fait en sorte que cette hypothèse a été recalée. Et donc la deuxième conséquence que l'on peut en tirer, c'est que le front républicain qui avait été initié par ce Front populaire-là, par Jean-Luc Mélenchon, par un effet boomerang, fait en sorte que cela promeut maintenant, très logiquement, Marine Le Pen, et que cela induit le nouveau Front populaire comme étant le parti le plus dangereux pour la démocratie. C'était un sondage du Monde qui est sorti très récemment et qui montrait que 69% des sondés, avec une augmentation de 12 points, 69% des sondés considéraient que le nouveau Front populaire, en tout cas que LFI, était aujourd'hui un danger pour la démocratie, après nous avoir fait croire que c'était le Rassemblement national qui était un danger pour la démocratie. Donc on voit bien tout de même que le paysage politique est en train de se clarifier. Ça, c'est pour la première chose. Et donc, je pense qu'en fonction de ces 2 premiers éléments, on peut déjà tirer 2 autres conclusions, si vous me le permettez. Si Michel Barnier veut s'inscrire dans la durée et avec l'agrément du Rassemblement national, il me semble qu'il est obligé aujourd'hui, tout d'abord, d'enterrer le macronisme. Je pense que la faute qu'il commettrait serait d'être le supplétif d'Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron, je vous l'ai précisé, est désavoué par tous les Français. Oui. Et donc, il a, me semble-t-il, à amorcer sa rupture avec le macronisme. Il a commencé à le faire d'ailleurs dès sa dès sa passation de pouvoir, en disant qu'il voulait tourner la page, qu'il s'inscrivait en rupture, en remettant à sa place d'ailleurs le très impétueux Gabriel Attal. Donc on voit qu'il est peut-être psychologiquement disposé à ceci, mais enfin encore faudrait-il attendre les actes. Excusez-moi. Et puis, la deuxième chose qui me paraît la plus intéressante, c'est que s'il veut vraiment conforter sa position politique dans l'avenir comme Premier ministre, peut-il le faire, il faut également qu'il acte, dans le fond,
la fin de cette imbécilité dogmatique, idéologique, qui voudrait que les droites ne puissent se parler. Michel Barnier, comme on l'a dit préalablement, ne peut tenir qu'avec l'aval de Marine Le Pen. Donc il ne peut tenir qu'avec son acquiescement. Il ne peut tenir que s'il fait une politique qui convient au Rassemblement national. Partant de là, il devient un peu saugrenu d'entendre à nouveau toute cette droite républicaine représentée par Wauquiez et par lui-même dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec le Rassemblement national, parce que ce n'est pas vrai. On a bien vu d'ailleurs que lors de la campagne présidentielle, lorsque Barnier s'était présenté aux primaires, qu'il avait perdu également d'ailleurs, il avait tout de même développé des propos assez intéressants et surprenants même de la part de cet européiste, puisqu'il avait suggéré de mettre en place ce qu'il appelait un bouclier constitutionnel afin de préserver la législation française des impératifs pseudo-humanistes de la Cour européenne des droits de l'homme ou des droits de l'homme qui empêchaient précisément la France d'être souveraine dans sa législation sur l'immigration. Et il avait également proposé un moratoire, c'est-à-dire un arrêt de l'immigration durant 3 à 5 ans, ce qui était tout de même assez surprenant de la part d'un homme qui, encore en 2004, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, voulait ouvrir l'Europe à la Turquie islamisée. Donc on voit que c'est un homme qui est relativement souple malgré tout. Maintenant, naturellement, il va falloir regarder ses premiers actes, et ces premiers actes, pour l'instant, sont un peu insignifiants. Insignifiants pourquoi ? Je constate encore une fois que la première démarche qui a été faite par le nouveau Premier ministre a été de visiter l'hôpital Necker pour montrer que sa priorité était une priorité sur la santé. Alors naturellement, ça ne mange pas de pain, tout le monde est d'accord, mais on voit bien que ce consensus-là est un consensus fictif. On ne va pas retomber dans l'état nounou, dans l'état mama, dans l'état infirmier. C'est vraiment la facilité de ceux qui n'ont pas de projet politique. Et je mettrais en garde, naturellement, si c'était cette facilité-là qu'avait à déployer M. Barnier. Naturellement, il y a un grand malade, mais c'est la France elle-même, et c'est la France elle-même auprès de laquelle Michel Barnier est attendu. Donc, pour l'instant, je ne vois pas que cette première démarche politique soit très convaincante. Alors, j'entends dire maintenant qu'il aurait en projet aussi d'instituer un ministère de l'immigration. On le verra bien, mais je pense que je me méfie maintenant un peu de ces effets d'annonce et j'attends de voir par les actes s'ils pourraient aller beaucoup plus loin que ces premières facilités. Et encore une fois, je pense qu'on ne pourra mesurer le courage de Barnier, qui est un homme prudent de nature, et sa volonté d'affronter tout le politiquement correct et tous les médias mainstream qui vont lui tomber sur le dos, s'il déroge à la ligne macroniste. Or, encore une fois, je pense que son devoir va être de quitter très vite ce Titanic s'il ne veut pas couler avec lui. Et donc, dans la rupture que je lui suggère, très modestement, il y aurait celle de ne pas reconduire dans son prochain gouvernement une majorité de ministres déjà nommés par Emmanuel Macron. Oui, c'est ce qui se dit. Effectivement, on a évoqué les noms de Gérald Darmanin, de Dupond-Moretti, de Rachida Dati. Pour l'instant, le nouveau gouvernement n'a pas été annoncé, donc ce ne sont là aussi que des effets d'annonce, enfin en tout cas des rumeurs. Vous parliez de Michel Barnier qui doit effectivement entendre et considérer la voix du Rassemblement national. Est-ce que cette annonce qui pour l'instant, que vous prenez avec des pincettes et que nous prenons tous avec des pincettes, cette annonce de recréer le ministère de l'immigration, c'est aussi une façon de dire on vous entend, on vous écoute et on vous considère, même si il a exprimé ses désaccords avec le Rassemblement national déjà. A priori, oui. Encore une fois, on le verra bien. Oui. On verra bien. On va le juger très vite aux actes. Et effectivement, ce qui permettra d'évaluer son courage ou sa décision de rompre ou non avec le macronisme va être dans les choix des ministres. S'il reconduit Gérald Darmanin à l'intérieur ou s'il reconduit Dupond-Moretti à la justice, ce seront des mauvais signaux lancés à sa posture qui devrait être une posture de cohabitation et non pas de collaboration. Si vraiment il veut être clair auprès de ceux du Rassemblement national et de tous ces Français qui sont prêts pour l'instant à le soutenir à 51%, c'est faible, mais enfin c'est quand même une majorité, il va falloir qu'il donne des gages de compréhension et qu'il cesse avec cette arrogance. Je pense qu'on ne peut pas d'ailleurs lui faire le procès d'une arrogance
vis-à-vis de ceux d'en bas. Il a employé cette expression de ceux d'en bas, car je pense qu'il a quand même compris malgré tout que ces parias-là, et c'est un petit peu également ma ligne rouge dans tous mes éditos, ces parias-là sont les parias qui sont amenés à faire l'histoire. Donc je pense qu'il a cette intelligence d'avoir compris qu'il fallait rompre avec cette posture hautaine et méprisante qui a été celle du macronisme depuis 7 ans. Mais encore une fois, j'ignore pour l'instant quelle va être sa dimension personnelle d'homme d'État à vouloir raidir tout le système autour de lui s'il franchit des lignes jaunes. Et je pense qu'il a à franchir des lignes jaunes. D'ailleurs, dans le fond, les Républicains ont suffisamment d'hommes de talent pour pouvoir alimenter un nouveau gouvernement. Vous pensez à qui, par exemple? Bruno Retailleau pourrait faire un très bon ministre de l'Intérieur. Moi, j'en vois ce nom comme tout à fait par hasard, mais enfin, il pourrait être un autre. François-Xavier Bellamy pourrait faire un très bon ministre de l'Éducation, naturellement. Peut-être que Rachida Dati pourrait-elle rester en effet à la culture, parce que la culture ne représente plus grand-chose et que Rachida Dati, dans le fond, finira d'enterrer. A fait un parcours qui peut s'excuser si elle a maintenant rejoint le macronisme par opportunisme. Enfin bon, ce n'est pas un poste tout à fait stratégique. Le poste de ministre des Affaires étrangères pourrait peut-être rester en effet un macroniste si l'on veut bien admettre que la conduite des affaires étrangères reste quand même un des domaines régaliens. Et encore, ça peut se discuter, bien entendu. Mais on voit en tout cas que ce sera en fonction de ces premières mesures-là que l'on mesurera le courage du Premier ministre dans sa volonté de rompre avec le macronisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut bien prendre conscience, en effet, du fait que le macronisme s'est effondré sous ses certitudes. En 1 minute, Yvan Rieufol, c'est un nom qu'on a un petit peu évoqué ce matin. Est-ce que vous attendez quelque chose de David Lisnard ? Oui, c'est effectivement un nom que j'aurais pu citer également. Il peut parfaitement... D'ailleurs, Lisnard n'est pas incompatible non plus avec le programme du Rassemblement national, qui est naturellement très concentré sur l'immigration et l'insécurité, mais aussi sur la lutte contre l'envahissement bureaucratique, sur le désendettement de l'État. Et David Lisnard pourrait apporter sa compétence et son courage. Je ne l'ai pas vu, en tout cas, tenir des propos qui soient des propos qui remettraient le Rassemblement national au rang des pestiférés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence à attendre de la part de tous ces hommes qui sont des hommes brillants. Lisnard en est, Retailleau en est, Bellamy en est. Mais je pense qu'il manque à tous ceux-ci, pour l'instant, d'avoir fait preuve de leur courage politique. Aujourd'hui, les Français attendent, me semble-t-il, une rupture claire, et une rupture claire qui se mesurera à travers des premières mesures qui enterreront, si je puis dire, ce macronisme déjà agonisant, sinon déjà subclaquant. Écoutez, merci beaucoup Yvan Rieufol. On vous retrouve la semaine prochaine et j'invite nos auditeurs à vous lire aussi sur votre blog rieufol.com.